Et cette conférence se fait au profit d'une association que j'ai l'honneur de présider dans les suites de Françoise Brel, que certains connaissent ici, et qui s'appelle Alzheimer Réunion, dont le but est de favoriser la recherche, parce que la recherche fait très bien dans les laboratoires privés et publics, mais de favoriser simplement le fait de retisser du lien social entre ces personnes, ces petites personnes qui vivent dans un ghetto d'isolement et la société. C'est-à-dire qu'on crée, par exemple, on a créé le premier jardin public pour la mémoire, connu dans le monde, qu'on a créé à la médiathèque de Cannes, qui s'appelle le jardin Annie Girardot, qui a été inauguré par sa fille, comme vous le voyez, à la veille du Festival de Cannes, il y a maintenant 2 ans. Donc on espère vivement que le second jardin public dédié à la mémoire dans le monde se fera en Montsartou. Mais bien entendu, c'est un petit clin d'œil que j'adresse au maire ici présent. On est à sa disposition, on est à la vôtre en tout cas pour vous aider dans vos communes respectives à faire ces jardins, qui à l'image des jardins d'enfants, où tout le monde s'amuse, qui ne sont pas réservés dans un enclos clos des écoles. Tout le monde peut s'amuser, retisser du lien social, faire de l'aromathérapie, faire des jeux de mémoire, dire des fables de La Fontaine, faire plein de choses. Voilà, donc c'était une petite introduction pour vous situer ce que fait notre association. On fait plein d'autres choses aussi. Et c'est toujours joyeux, c'est toujours dans la gaieté, et c'est toujours dans le partage. Et notre association s'efface petit à petit pour laisser les choses se faire naturellement. Voilà, donc on essaie simplement, à notre petite mesure, de faire un monde un peu meilleur. Alors, qui veut gagner des neurones? Donc, manifestement, vous êtes nombreux, et je ne suis pas sûr d'avoir assez de neurones à distribuer ce soir, mais on va faire ce qu'on peut. Tout d'abord, un petit rappel sur l'évolution du cerveau. Donc, vous voyez que la phylogénétique nous apprend que on a différentes tailles de cerveau. Alors, le rat, effectivement, il n'a pas besoin peut-être d'un gros cerveau. Vous voyez qu'il fait à peu près un peu moins d'1 centimètre, le lapin un peu plus grand, le chimpanzé un peu plus grand, l'homme évidemment plus gros, on a un tout petit peu plus gros qui est le dauphin. Donc on est dépassé par le dauphin. Et puis vous voyez que les hommes, depuis la préhistoire, ont quand même évolué. Il y a 2 choses à noter. La première, c'est que malgré l'usage du chewing-gum, notre mâchoire a diminué. Et la seconde, c'est l'inclinaison de l'os frontal, qui était très aplati tout à fait au départ, et qui au fur et à mesure qu'on devient des êtres humains, des hommes, ce lobe frontal qui va devenir le grand coordinateur et le grand organisateur de nos pensées va augmenter. Et voilà l'évolution de l'homme. Donc vous voyez, depuis le chimpanzé jusqu'au geek. Et puis au final, l'évolution de l'homme, donc c'est un Simpson avec un gros cerveau. Alors, faut-il banaliser les outils du quotidien? Alors bon, je vais juste faire un petit sondage parmi vous, info ou intox. C'est l'âge. Qui est d'accord? Est-ce qu'on oublie à cause de l'âge? Ah, les amis sont partagés. Pas forcément, oui, non. Est-ce que par exemple l'âge est responsable de la maladie d'Alzheimer? Pas forcément ou pas? Non, ça c'est une réponse de Normand. C'est oui ou non? Non, c'est une maladie. C'est pas, voilà, quand on vieillit, comme vous le verrez tout à l'heure, on peut vieillir très bien. Et si on n'a pas cette maladie, qui est une maladie comme la cirrhose du foie est une maladie, on n'est pas Alzheimer. Les neurones ne se mettent pas à la retraite. C'est la faute du stress. Alors, est-ce que c'est la faute du stress si j'ai la maladie d'Alzheimer ou si j'oublie? Bon, alors si j'oublie, oui, un petit peu. Mais est-ce que c'est la faute du stress si j'ai la maladie d'Alzheimer? Non. Avec la vie que je mène, ben, évidemment, hein. Ben non. Non, donc ça c'est... Ensuite, quand j'ai un couple comme ça, et le conjoint dit, il oublie beaucoup de choses. Alors, est-ce que mon conjoint dit n'importe quoi? Oui, évidemment, mon conjoint dit n'importe quoi. C'est sûr. Je me rappelle mieux du passé que toi. Alors, ça, est-ce que c'est ainsi pour dire, je n'ai pas l'Alzheimer, je me rappelle mieux du passé que toi? Non, bien sûr. C'est pas ça. Le premier signe de la maladie d'Alzheimer, c'est pas l'oubli du passé, c'est la capacité à mettre en mémoire. C'est la mémorisation. J'ai oublié mes clés, est-ce que c'est un Alzheimer? Non, bien sûr que non, c'est pas un Alzheimer. Alors, comment éviter la maladie d'Alzheimer? Ça, c'est beaucoup plus important. Alors, info ou intox? Alors, là, vous allez lever la main. Il n'y a pas de traitement de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que c'est vrai?
ben c'est faux. Il y a des traitements de la maladie d'Alzheimer. Mais il n'y a pas de traitement. Quand on dit à quelqu'un est-ce qu'il y a un traitement, dans son imaginaire, dans sa représentation, c'est le traitement, ça guérit. Mais est-ce que vous avez des traitements qui guérissent de l'hypertension? Non. Vous avez des traitements qui compensent l'hypertension, mais vous avez des traitements qui vous guérissent. Est-ce que vous avez du traitement qui vous guérisse de votre manque d'hormones thyroïdiennes? Non. On a des traitements qui suppléent. Mais pour la maladie d'Alzheimer, c'est pareil. On a des traitements qui ont ce qu'on appelle un effet parachute. C'est-à-dire qu'au lieu de chuter vite, les gens chutent lentement. Donc ça fait qu'ils deviennent dépendants des années plus tard que s'ils n'avaient pas eu de traitement, si les traitements sont pris tôt. Si les traitements sont pris tard, ils n'agissent plus parce qu'ils n'ont pas assez de neurones pour agir. Donc dès les premiers oublis, il vaut mieux une consultation pour rien qu'une consultation trop tard. Docteur, donnez-moi quelque chose pour la mémoire. Alors, oui, non. Non, vous avez tout. Qui a pris du Tanacan ici? Oh, je suis pas gentil. Voilà, Tanacan. Voilà. Ça sert absolument à rien. Tout ça, tous ces médicaments pour la mémoire, les machins, les oligo-éléments, les trucs, le conseil pharmacien, tout ça, j'espère qu'il n'y a pas trop de pharmaciens dans la salle, le conseil pharmacien, tout ça, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Voilà, donc, le niveau d'instruction, est-ce que si je suis un grand intellectuel, non, oh zut, alors, malheureusement, je suis pas un grand intellectuel. Non. Alors ça, c'est ce qui traîne partout. Mais en fait, c'est le contraire de l'effet plafond, c'est l'effet plancher. C'est-à-dire que si vous demandez à un type qui a toujours manipulé les mathématiques, qui sait organiser sa mémorisation, évidemment que sur les tests, il sera plus brillant que l'agriculteur de Moinsartou, qui lui est vachement bien adapté dans son métier, mais qui ne sera pas passé les tests. Donc quand on va faire les tests, on va dire qu'il est dégradé, alors que simplement il n'a pas eu l'instruction pour faire des calculs, pour apprendre à mémoriser. Par contre, moi j'ai suggéré une chose, c'est qu'on teste les intellectuels devant une table d'ébénistes. Alors là, on aurait des surprises, parce qu'on verrait effectivement des intellectuels qui font les malins être très dégradés devant l'établi d'ébénistes. Les omégas, ah, ça c'est bien. Les 3, les 6, les 9 et les 12, est-ce qu'ils protègent? Pas du tout. Pas du tout. À la poubelle les omégas. Voilà. Donc tous les numéros d'oméga et tous les alphas d'ailleurs. Les 3 verres de vin par jour. Alors, bon, je vais vous donner un indice. L'histoire des 3 verres de vin par jour émane de la plus grosse étude statistique jamais réalisée dans le monde sur la plus longue durée dans la région de Bordeaux. Incroyable. Alors les circuits de la mémoire, bon ça c'est un bref rappel, donc je vous ai fait un schéma que vous reconnaissez tous, non? Bon. Alors donc ce que vous voyez là, ça c'est ce qu'on appelle l'hippocampe. Voilà, hop, l'hippocampe, parce que c'est une forme de base de crabe. Très bien. Voilà, donc c'est une forme de base de crabe. Mais si vous le coupez, effectivement, ça fait un petit tourbillon comme ça, et on dirait un hippocampe. Mais vu de l'extérieur, c'est une base de crabe. Et qu'est-ce qui coiffe l'hippocampe? C'est cette petite amande jaune là, que vous voyez, et tout ce qui s'appelle amande, tout ce qui est une forme d'amande, en grec, ça se dit amygdale. Et cette amygdale, elle est drôlement importante, parce que c'est celle qui va vous permettre de vous souvenir de la conf de ce soir, sinon c'est grave. Pourquoi ça va vous permettre de vous souvenir de la conf de ce soir? Parce que vous avez ri, et donc il y a eu de l'émotion. Et cette amygdale, c'est le curseur des émotions. S'il n'y a pas d'émotion, que c'est neutre, vous vous rappellerez de rien. Si l'amygdale enflamme l'hippocampe, parce que c'est le curseur des émotions, à ce moment-là, vous vous rappelez de tout ce que je viens de dire, ou à peu près. Voilà, donc c'est l'amygdale qui enflamme l'hippocampe, et l'hippocampe qui met en mémoire. Alors les mémoires, alors on dit toujours je me plains de la mémoire. En fait c'est pas une mémoire, c'est des mémoires. Et ces mémoires, imaginez que c'est des modules. Donc il y a ce qu'on appelle la mémoire ultra courte, c'est celle qui vous permet de répliquer dans une discussion. Donc vous vous rappelez pendant un court instant de ce qu'on vous a dit, vous pouvez répliquer, rebondir dessus, mais dans 5 minutes vous vous en rappellerez plus. Alors on la teste comment? C'est très facile. On la teste en donnant une série de chiffres, 1, 5, 3, 8, et en disant non pas répète-le, mais répète-le à l'envers.
Donc ça vous oblige à mémoriser la série de chiffres et à la répéter à l'envers. Alors le test est un peu sec, mais c'est comme ça que ça se teste. Donc ça s'appelle la mémoire ultra courte ou mémoire de travail. Elle nous sert qu'à travailler dans l'instant. Voilà. Donc celle-là, elle est dans l'oreille, mais elle s'efface tout de suite. La mémoire courte. Alors la mémoire courte, c'est autre chose. Celle-là, elle passe vraiment par l'hippocampe. C'est ce qui vous permet, 15 ou 20 ou 30 secondes plus tard, de répéter ce que j'ai dit. C'est pour ça que s'il y a des enseignants dans la classe, il ne faut pas dire à l'élève qui est au fond de la classe et qui est en train de bavarder avec son voisin « qu'est-ce que je viens de dire ?» Il faut lui dire « qu'est-ce que j'ai dit il y a 30 secondes ?» Parce que « qu'est-ce que je viens de dire ?» c'est la mémoire ultra courte. Il n'y a aucune... c'est pas la peine d'être attentif, vous vous souviendrez. Voilà, c'est comme ça, c'est resté dans l'oreille, c'est à peine arrivé au cerveau, mais on est capable de répéter sans être attentif. Qu'est-ce que j'ai dit il y a 30 secondes? Il fallait être attentif. Parce que la mémoire ultra courte, elle est évacuée. La mémoire à court terme, c'est plus difficile. Après, il y a le moyen terme. Le moyen terme, c'est quand vous allez sortir, vous allez aller au buffet, et que vous serez capable de discuter de la conférence, voilà, c'est au-delà de quelques minutes, etc. Et la mémoire à long terme, ça, c'est ce qui vous reste de tout ce que vous avez appris, de vos souvenirs du dernier colloque art-cerveau qui a lieu ici, de toutes ces choses merveilleuses qui se passent autour de nous, les annonces fantastiques qu'on entend à la télé, voilà. Tout ça, ça va rester dans votre mémoire à long terme, et dans 5 ans, vous serez capable de vous souvenir d'un certain nombre de choses. De très peu, mais d'un certain nombre. Et dans cette mémoire à long terme, il y en a 3 sortes. Il y a la mémoire des savoirs, ce qu'on appelle la mémoire sémantique. J'ai appris les fables de La Fontaine dans mon enfance, je peux en réciter un certain nombre, même si j'ai une maladie d'Alzheimer. La mémoire épisodique, j'ai visité 50 pays parce que j'étais un homme d'affaires et je ne me rappelle de rien parce que je sautais d'hôtel à hôtel. Mais par contre, je suis allé à Venise avec un être cher et ça s'est très bien passé. Donc l'émotion joue une grande importance. Et l'épisode Venise m'est resté. Donc la mémoire sémantique, c'est j'ai appris. La mémoire épisodique, c'est j'ai vécu. Et la mémoire gestuelle et procédurale, ben c'est ce qu'on est tous en train de faire, c'est-à-dire que pour marcher, il a fallu apprendre à marcher, pour conduire la voiture, il a fallu apprendre à conduire la voiture. C'est une mémoire qui est très ancrée sur les gestes et qu'on a automatisé, c'est-à-dire qu'ensuite on n'a plus besoin de réfléchir pour passer les vitesses. Voilà, donc c'est de la mémoire de procédure. Alors, on va faire un petit test. Là, vous n'avez pas besoin de les dire. Alors, d'abord la mémoire des savoirs, la mémoire sémantique. Aloïs. Ah, qu'est-ce que vous savez comme chose? Tout le monde est d'accord, hein, Aloïs? Oui, hein? Oui, je crois que c'est Aloïs. Ben non, je ne crois pas que c'est Aloïs. C'est Aloysius. Voilà, Aloïs, c'était son surnom. Voilà. Donc Aloysius, ses parents l'avaient appelé Aloysius, mais il trouvait que ça faisait un peu trop savant, donc il s'est appelé Aloïs. Vous voyez, c'est déjà un point de moins dans les tests. C'est mal parti, hein. Là vous êtes en train de perdre des neurones. Alors, deuxième question. Quel acteur n'a pas souffert d'Alzheimer? Peter Falk, Colombo, Mr. Spock dans Star Trek, Annie Girardot ou Dory dans Nemo? Ça, c'est les 4 nominés. Mr. Spock? Non, Mr. Spock avait un Alzheimer. Alors, Annie Girardot, bon, tout le monde sait qu'elle avait une maladie d'Alzheimer. Peter Falk, tout le monde sait qu'elle avait une maladie d'Alzheimer. Et en fait, la bonne réponse, c'est Dory. Alors, si vous avez vu Nemo, vous voyez que Dory, c'est le petit poisson bleu. Le papa de Nemo la rencontre et cherche son fils, Nemo. Et elle dit tout le temps, oui, je l'ai vu, il est passé par là. Et puis elle se retourne, elle dit, mais qui êtes-vous? Et je cherche mon fils. Votre fils? Mais je l'ai vu, il est passé par là. Et elle montre la direction inverse. Voilà, donc c'est un Alzheimer, mais c'est un tout. Quel politique n'a pas souffert d'Alzheimer? Ronald Reagan. Les 4 nominés sont Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Gustavo Pinochet ou Jacques Chirac. Pinochet. Le vainqueur est Jacques Chirac. Alors bon, c'est un secret de polichinelle, c'est une démence vasculaire. Quel écrivain n'a pas souffert de maladie d'Alzheimer? Sioran, Jean-Jacques Herman-Schreiber, Agatha Christie ou Guy de Maupassant?
Alors Agatha Christie, elle avait un joli mot. Elle disait « Mon mari est archéologue, plus je vieillis, plus je l'intéresse. » Sioran, j'ai jamais rien lu de Sioran, mais je l'ai trouvé dans les bouquins, donc il a eu une maladie d'Alzheimer. Jean-Jacques Servan-Schreiber, c'était le premier mari de... Non, François Giroud, c'était sa maîtresse. Madeleine Chapsal, voilà, c'était le mari de Madeleine Chapsal, qui a eu la gentillesse de préfacer mon livre. Et en fait, le vainqueur est Guy de Maupassant. Et il décrit sa démence dans un livre qui s'appelle Le Horla. Et en fait, il avait la maladie qu'avaient beaucoup d'écrivains et d'artistes et de gens à l'époque, qui était une démence syphilitique. Et puisqu'on est en Provence, il y en avait un autre d'une démence syphilitique, qui était l'auteur des Lettres de Montmoulin, Alphonse Daudet. Alors, Guy de Maupassant, il a écrit Le Horla, et Alphonse Daudet, il a écrit La Doulou, si vous l'avez lu. Alors, quel médecin anglais a tenté d'assassiner le roi avec une fléchette? C'était stupide, mais pas dément. Alors, est-ce que c'était Parkinson, lui, il a trompé? Est-ce que c'était Dr. Jekyll quand il était Mr. Hyde? Est-ce que c'était Dr. House? Ou est-ce que c'était Dr. Watson? C'est un peu évident. Alors, qui diriez-vous? Il n'y a pas beaucoup de choix. En fait, la réponse c'est Parkinson. Alors, Sir James Parkinson, qui était connu à son époque comme le grand géologue. C'est lui qui a décrit les premiers restes fossiles donc les premiers fossiles dans les pierres. Et donc il a créé la première société de géologie du monde où il a exposé alors 6 gros bouquins sur les restes fossiles des espèces disparues, où il a dit ces espèces ont disparu parce qu'elles n'ont pas su s'adapter à un monde nouveau. Et au fond de la salle, il y avait un petit mec qui a levé la main, qui a dit « Je peux adhérer à la société de géologie ?» Et alors, Parkinson, il a dit « Ben oui. » Il dit « Ça t'inspire quelque chose ?» Il dit « Un peu. Comment tu t'appelles? Darwin. » Bon. Alors, quel est le deuxième prénom de Mozart? Ça, c'est facile. Wolfgang Amadeus. Pas du tout. Gottlieb. Eh oui, attendez. Est-ce que vous pensez que Mozart avait un père latin? Non. En allemand, Amadeus, aimé de Dieu, c'est Gottlieb. Et c'est quand il part en Italie à l'âge de 14 ans avec papa Mozart, pour mettre en musique une pièce de Racine. C'est extraordinaire. Il arrive en Italie, il est séduit par l'Italie, et il traduit Gottlieb en Amadeus. Là, vous avez perdu plein de neurones. Mais vous allez vous rattraper. C'est là où il faut sortir les petits papiers et les stylos. Question pour un super champion. Lisez vite ce qui va suivre. Oh, c'est facile. Il va à la plage. Mais oui, il va à la plage. Il va à la plage. Alors, j'ai un nom ici. Qu'est-ce que vous avez lu? Ah, moi j'ai pas lu Il va à la plage. Hein. Enfin, comme c'est moi qui l'ai écrit, c'est facile. Moi j'ai lu ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait votre cerveau? Votre cerveau, il a regardé vaguement et il a choisi ce qui paraissait le plus probable. Et dans la vie de tous les jours, c'est ce qui se passe. Il y a des tas de choses qui défilent devant vous. Et quand vous allez les raconter, vous allez raconter une vérité reconstituée. Donc votre mémoire, elle a fabriqué quelque chose à partir du vrai. Mais ce n'est pas du vrai, c'est quelque chose de probable. Donc sans arrêt, vous fabriquez du probable, ce qui doit relativiser la vérité. Et maintenant, à vos papiers. Regardez, la consigne est simple, c'est pas compliqué. Hein. Écrivez la première lettre de la couleur de chaque mot qui va suivre. Alors ça va aller un peu vite aussi, hein, je vais le lire avec vous dans ma tête, mais ça va aller assez vite.
certain nombre d'entre vous ont écrit JBO, NRB. Et si vous regardez bien la consigne, c'était pas ça la consigne. C'était la première lettre de la couleur du mot. C'était pas la première lettre du mot de la couleur. Et bien le cerveau et la mémoire, ça fait pareil. C'est-à-dire que quand il y a une ambiguïté, il va au plus probable. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, vous avez deux cerveaux. Donc vous n'avez pas besoin de tous ces neurones dont je vous propose de gagner. Vous avez un cerveau droit et un cerveau gauche. Le droit qui perçoit la couleur et qui est chargé d'émotions, et le gauche qui contient la zone du langage, donc du langage oral, ce que je fais, mais également la zone de la lecture. Et comme on écrit, c'est le cerveau gauche qui prend le pouvoir. Donc garder la consigne est un effort. C'est-à-dire si on va vite, on s'expose à l'inattention. Donc là, vous avez lu la consigne, elle était claire, mais cependant, malgré que la consigne soit claire, vous avez fait de l'interprétation parce qu'il y a une ambiguïté. Donc il faut être attentif. Alors maintenant, je vais vous faire apprendre par cœur une série de chiffres. Il ne faut pas noter, hein, parce que là, c'est noté. C'est facile, vous allez voir, c'est facile. 1, 2, 3. Oh, ça c'était juste l'entraînement. Alors maintenant, dans l'ordre, c'est facile, vous allez voir. 0, 4, 9, 3, 3, 9, 0, 5, 0, 5. C'est pas compliqué. Voilà, bon, vous y arrivez pas. Je vais vous donner notre série. Je vais vous donner une autre série. 04 93 39 05 05. C'est plus facile, hein? C'est la même série. C'est la même série. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, comme il y avait trop d'éléments, pour gagner des neurones, vous allez les regrouper. 04 93, un bloc. 39, deuxième bloc. 0,5, troisième bloc, 0,5, quatrième bloc. Si vous faites 2-3 blocs, vous allez vous souvenir. Si vous faites 10 blocs, et la première fois je vous ai donné les 10 chiffres, vous ne pouvez pas vous souvenir. Donc il faut avoir une méthode qui consiste, chaque fois que vous donnez une liste de courses à vos maris, à tout regrouper. Alors, les Allemands appellent ça la technique du pack de bière. Pourquoi? Parce que... oui, mais vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que si vous avez 12 gouttières de bière à transporter, vous ne pouvez pas. Mais si vous avez 2 packs de 6, c'est facile. Et là, c'est pareil. Si vous avez 3 packs qui contiennent chacun 3 éléments, vous vous rappellerez de 9 choses. Si vous avez 9 éléments, vous vous rappellerez de rien. Donc, il faut regrouper, avoir de la méthode. Mais bon, tout ça, c'était une petite introduction pour vous dire qu'est-ce que c'est que le cerveau. Ben, le cerveau, c'est ça. C'est 100 milliards de neurones, en gardant à l'esprit que là où il y a un neurone, il y a 100 cellules qui sont à son service. Ce qu'on appelle les cellules gliales, qui vont le nourrir, qui vont le protéger, qui vont le réchauffer, non, qui vont le nourrir, qui vont... Voilà. Et ces 100 milliards de neurones, ils sont connectés eux-mêmes à 10 000 autres neurones. C'est-à-dire qu'il y a plus de connexions neuronales dans le cerveau que ce qu'on connaît d'étoiles dans le ciel, dans des thèses André Brailly qui vient tous les ans parler ici. Donc on a plus de connexions neuronales dans le cerveau que ce qu'il y a d'étoiles connues dans le ciel. L'aventure du cerveau, donc j'ai mis l'affiche d'Indiana Jones, le crâne de cristal, parce que petit à petit, on commence à bien voir dans le cerveau avec des méthodes diverses et variées dont on reparlera peut-être. Un Alzheimer débutant, si vous voulez faire un dépistage, ça prend 3 minutes. Donc c'est pas très compliqué, s'il y a des allergistes dans la salle, des gens que ça intéresse, c'est très facile. D'abord, vous demandez la date exacte. Alors la date exacte, déjà, la plupart d'entre nous, le matin, on regarde sur l'ordinateur pour savoir la date qu'on est, parce que sinon, on se trompe. Ensuite, on fait apprendre non pas 3 mots comme on le fait souvent, mais si on veut détecter un Alzheimer débutant, on fait apprendre 5 mots. Ce qu'ils appellent l'épreuve des 5 mots, qui a été décrite par le professeur Touchon à Montpellier, le professeur Dubois à Paris. Donc on l'appelle l'épreuve de Touchon-Dubois. Si. Ensuite, on fait apprendre 6 images.
Ces 6 images, c'est des images dessinées tout simples, un avion, une tasse, un poisson, un pantalon, je ne me rappelle plus des 2 autres, un trèfle et un sapin. Voilà, donc on fait apprendre ces 6 images, dessins très clairs. Et ensuite, on fait dessiner un cadran d'horloge et on demande à la personne en face de soi de mettre simplement les chiffres des heures autour du cadran. C'est des tests qui sont codifiés. Une fois qu'on a fait ça, on demande de placer la petite aiguille et la grande aiguille pour faire 1 heure. Alors, en général, on dit 15h50 ou 13h45, donc on prend au-delà du 1 et 12. Une fois qu'on a fait ça, on a créé une perturbation. Donc on redemande la date pour être sûr que la date soit bien rentrée dans la tête, parce que la première fois on peut se tromper, on donne la date exacte, la deuxième fois on ne peut pas se tromper. On redemande les 5 mots, on redemande les 6 images. S'il y a des échecs dans ces épreuves-là, il faut commencer à se poser des problèmes. Donc ça, c'est des tests de mémorisation. Et ensuite, il y a quelque chose qui est très important, c'est la manière, et qui est peut-être même un signe avant les problèmes de mémoire, qui est, savez-vous organiser votre planning quotidien? Ça, c'est très important. Parce que si vous n'arrivez plus à prendre vos rendez-vous, à les organiser, à arriver chez le neurologue, le bonjour et la bonne date, et pas 8 jours avant comme mon dernier patient, eh bien, c'est que vous avez probablement pas de maladie d'Alzheimer. Si vous avez arrivé à bien organiser votre vie, c'est un bon signe, c'est un signe en faveur c'est un signe qui dit que votre cerveau ne marche pas si mal. Et alors, les neurologues, on a une célébrité que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Rita Levi-Montalcini, prix Nobel de médecine, qui a découvert un truc qui s'appelle le Nerve Growing Factor, NGF. Elle est née le 22 avril 1909 à Turin, et c'est la lauréate de prix Nobel qui a vécu le plus longtemps. Et elle est morte seulement l'an dernier. Donc calculez, ça fait quand même une belle vie. Et elle nous a dit des choses magnifiques. Dans une interview, peu avant qu'elle décède, comment fonctionne votre cerveau à 100 ans comme à 20 ans? Aucune différence dans mes désirs, ni dans mes capacités. Quand elle donnait cette interview, elle parcourait le monde en avion pour aller défendre la cause des femmes. Comment cela se fait? Nous jouissons d'une grande plasticité neuronale. Il faut garder à l'esprit qu'elle a découvert le facteur de croissance du nerf, le nerve growing factor. Les neurones meurent, ce qui reste se réorganise afin de maintenir les mêmes fonctions, mais encore faut-il les stimuler. Et depuis quelques mois, on sait que non seulement on a cette plasticité neuronale, c'est-à-dire cette capacité à se réorganiser, mais contrairement à ce qu'on nous avait appris, parce que nous, quand on est sorti de fac, on nous a dit le neurone, c'est la cellule mort. Voilà, donc vous naissez avec votre boule de neurones, il ne se reproduit pas. Et tous les ans, de la naissance jusqu'à la mort, il en meurt un peu. Mais tout ça est faux. C'est-à-dire qu'il nous reste dans la tête des cellules souches, et qu'à partir de ces cellules souches, on refabrique des neurones. Alors malheureusement, on n'en refabrique pas assez pour faire marcher un hémiplégique. Malheureusement, on n'en fabrique pas assez pour restaurer les fonctions de quelqu'un qui a une section de la moelle, mais on continue à fabriquer des neurones. Mais ce que dit Rita Levi-Montalcini est important, parce qu'elle dit qu'il faut les stimuler. On perd, à partir de l'âge de 30 ans, on perd un neurone toutes les 3 secondes. Ce qui fait que vous et moi, quand on atteindra l'âge de 30 ans, on perdra un neurone toutes les 3 secondes. Mais il y a quelque chose de plus important, c'est qu'un neurone non stimulé établit 100 connexions, un neurone stimulé établit 100 fois plus, 10 000 connexions. Ce qui fait que tous les absents de ce soir n'auront que 100 connexions. La plasticité cérébrale, voilà, je vous ai mis juste ce petit schéma pour vous l'illustrer, mais ça exprime bien que le système nerveux, quand on est stimulé, il établit des autres contacts, il rétablit des voies, et que quand une voie ne marche plus, une autre voie se met en place. Et par exemple, il y a 2-3 ans, on avait Catherine Vidal au colloque de Montsarclos-Cerveau qui nous a montré comment, chez des voyants, à qui on met un bandeau sur les yeux, on déplace, on leur apprend le braille, et on leur met le bandeau sur les yeux 24 heures sur 24. Et quand on leur apprend le braille, au début, c'est du toucher, donc le cerveau reçoit ça dans la zone pariétale. Mais le braille, c'est aussi de la lecture comme si on la voyait. Et au final, ils transfèrent leur sensation
de pariétal dans la zone de la vision, dans le lobe occipital, qui est normalement dévolu à la vision. Donc c'est-à-dire que le cerveau se réorganise pour renvoyer une fonction vers une autre zone. Donc ça s'appelle la plasticité cérébrale. Comment rester super cerveau en 3 leçons? Bon, ça c'est ce qui vous intéresse finalement. Alors attentif, écoutez votre conjoint comme si votre vie en dépendait, et c'est souvent le cas. Et c'est souvent le cas. Donc il faut être vraiment polarisé. Ne vous laissez distraire par rien dans les 20 secondes qui suivent. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire si vous avez des petits problèmes de mémoire, quand vous avez une information, il ne faut pas qu'il y ait une seconde par derrière qui vienne recouvrir la première, sinon vous allez ça va effacer la première. Regroupez les infos par paquet de 3, ça on l'a vu tout à l'heure. Et évidemment, fréquentez le Lions Club de Mansart avec son passé président, qui salue une dame que nous ne connaissons pas. Et puis, comme disait Rita Lévy-Montalcini, il faut être ouvert, c'est-à-dire généreux. Le Lions nous fait un exemple ce soir de générosité, puisqu'il fait cette conférence au profit de notre association. Généreux, curieux et empathique. Et empathique, c'est drôlement important. Être capable de ne pas être auto-centré, mais égocentré, mais de se décentrer, c'est quelque chose de capital. Enfin, il faut être actif. Et on a montré que si on apprenait, si on créait, si on participait à des activités créatives, si on chante et si on danse, ça stimule énormément le cerveau et ça stimule vos fonctions cérébrales. Pour le chant, par exemple, c'est Hervé Platel à l'Université de Caen, le professeur Platel à l'Université de Caen, qui a montré qu'on prend des Alzheimer dans une maison de retraite, on les amène au labo, on leur fait écouter une chansonnette en boucle pendant 5-10 minutes, etc. On chante avec eux la chansonnette et on les renvoie dans leur maison de retraite. On les ramène 8 jours plus tard, on leur fait écouter la même chansonnette, on leur dit est-ce que vous vous en souvenez? Et ils disent non. Mais ils chantent les paroles. Donc la mémoire musicale, c'est une mémoire extrêmement vigoureuse. C'est une mémoire qui est de l'implicite et pas de l'explicite. Implicitement je sais, mais explicitement je ne sais pas que je sais. Donc c'est un canal par lequel on peut accéder à la mémoire. Et ici, on a un grand spécialiste de l'indissage musical, qui est le docteur Broutard, qui est dans la salle, je ne sais pas où, qui a fait tout un tas d'expériences là-dessus. Ah, il est au fond, voilà. Jean-Claude Broutard, qui a montré effectivement que le fait de faire écouter de la musique à des patients Alzheimer, ça a éveillé quelque chose chez eux, et quelque chose d'essentiel, alors qu'ils avaient oublié beaucoup de choses. Alors, les neurones miroirs et l'empathie. Est-ce que vous avez entendu parler de ces fameux neurones miroirs? Je pense que oui. Alors, les neurones miroirs, c'est une population de neurones qui s'activent quand on fait une action, mais même quand on ne la fait pas, lorsqu'on observe une action. Donc j'ai les bras croisés, je vous regarde faire quelque chose, et dans ma zone de la motricité, je n'ai pas les bras croisés. Je fais la même chose que vous. Au dernier moment, il y a un verrou situé un peu plus bas que le cortex, que les corps cérébrales, qui verrouille et qui fait que je ne bouge pas mes bras. Mais dans ma zone cérébrale, dans mon cortex cérébral, je fais l'action. Alors, qui a découvert ça? C'est Risolati et son singe. Le professeur Risolati, c'est un professeur de Parme. C'est un neurophysiologiste, c'est pas un psychologue, au départ, c'est pas un marrant, c'est-à-dire qu'il met des caméras positrons sur la tête des singes, et il enregistre, c'est-à-dire il fait lever la main au singe, il observe que la zone, sous caméra positron, la zone qui lève la main, c'est clair. Il lui fait manger une pomme, il observe que la zone qui mange la pomme, c'est clair. Il lui fait regarder des couleurs, et couleur par couleur, il observe que telle zone c'est clair et pas telle autre. Et il a un singe avec son casque de caméra positron, et il regarde le résultat, et le singe mange une pomme. Sauf que le singe ne mange pas de pomme. Donc là, il a une idée géniale, c'est qu'il se retourne, et derrière lui, un autre singe mange une pomme. Le fait d'observer le singe qui mange la pomme fait qu'on enregistre dans le cerveau de l'observateur le geste de manger la pomme. Donc c'est comme si le cerveau de l'observateur était un miroir dans lequel se reflète le geste de celui qui fait le geste. Il a appelé donc ça les neurones miroirs. Alors au départ, il a découvert que la plus grande zone des neurones miroirs, c'est l'aire de Broca, qui est l'aire du langage. Paul Broca, c'est un très très grand neurologue, c'est un surdoué, bac à 16 ans, 3 bacs à 17 ans plus exactement,
c'était dans les années 1800 et des poussières, 3 bacs à 16 ans, à 22 ans il sort de médecine couvert de médailles, il a découvert des tas de trucs, et en particulier il a découvert la première zone du cerveau qui contient une fonction, la zone du langage, qu'on a donc appelée de son nom zone de Broca. Elle a fait quelques petites erreurs, par exemple il prétendait, alors son nom est gravé sur la tour Eiffel, hein, au titre de savant. Vous savez qu'il y a les savants sont gravés sur la tour Eiffel, son nom est gravé sur la tour Eiffel. Il a fait quelques petites erreurs, il a dit par exemple, le volume du cerveau des nègres et des femmes étant inférieur, ceci explique leur infériorité. Il était décrit comme compatissant et gentil. Voilà, bon, Broca. Mais à part ça, il a découvert des tas de trucs. Et puis, à Marseille, on avait un professeur qui s'appelait Henri Gastaud, et dont on a donné le nom à l'hôpital Gastaud à Marseille, dont j'ai eu l'honneur d'être l'élève, puisque c'est lui qui m'a enseigné l'électroencéphalographie. Et le professeur Gastaud, en 1954, c'est-à-dire 30 ans avant ma naissance, le professeur Gastaud, en 1954, a décrit, dans les années 50, il a décrit les ondes de l'électroencéphalogramme. Alors les mauvaises langues disent qu'en fait c'est sa femme et qu'il a piqué l'idée. Mais bon, ceci restera un mystère. Et le professeur Gastaud trouve, alors là il dit quand même que c'est sa femme, qui a trouvé les ondes de mu. Alors les ondes de mu, c'est des ondes bizarres qui sont dans la région temporale, et quand on ouvre les yeux et qu'on observe quelque chose, elles se bloquent. Mais ces ondes de mu, on le sait maintenant, ce sont les reflets des neurones miroirs. Donc 1954, il aurait pu découvrir les neurones miroirs, mais il faut attendre la caméra à positron en 1997 avec Risolati pour découvrir les neurones miroirs. Donc voilà, donc ça c'est un petit clin d'œil à l'histoire pour dire que parfois on est très précurseur, mais qu'on ne trouve pas ce qu'il faut. Alors qu'est-ce que c'est que ces neurones miroirs? Quelles sont les fonctions de ces neurones miroirs? En fait, il y a 3 fonctions. La première fonction, je vais les mettre dans des ordres, c'est apprendre un geste. C'est-à-dire que si je vous dis les bras croisés, comment construire un kayak, à la fin de la séance, je suis sûr que personne ne saura construire un kayak. Par contre, si je convoque les grands-pères esquimaux qui vont vous montrer comment construire un kayak, je pense que 80% d'entre vous sauront construire à peu près un kayak à la fin de la séance. Parce qu'on a vu le geste. Et ça a été démontré chez les esquimaux d'Ayar-Sourlik. Vous savez, c'est quand vous sortez de Touroulou, c'est à 80 km à gauche. Et ces esquimaux-là, donc les Danois, après la guerre, ils se sont dit, bon, on a enlevé leur culture sous le principe du monde moderne, on va leur réapprendre leur culture traditionnelle parce qu'ils sont alcooliques, ils se droguent, etc. Donc ils ont pris des jeunes esquimaux, ils ont envoyé des profs de fac, au tableau ils ont tracé comment construire un kayak, et à la fin, 0 esquimaux, 0 jeunes esquimaux, ça fait construire un kayak. Et les Danois, qui sont des types qui sont quand même très pragmatiques, sont allés chercher des grands-pères esquimaux, et les grands-pères esquimaux leur ont raconté la mort du phoque céleste qui donnait sa peau pour faire le kayak, avec les branches de frêne, du frêne Yggdrasil de la mythologie scandinave, Yggdrasil, la mythologie scandinave. Il faisait avec les branches de frêne, il tendait la peau du phoque céleste, le phoque céleste chantait, il tapait dessus, et on entendait le phoque céleste, quand la peau était bien tendue, qui faisait le bon son, et à la fin, 100% des jeunes esquimaux ont su faire un kayak. Le geste l'emporte sur le verbe. On dit toujours que le verbe est créatif, mais en fait c'est le geste qui est créatif. La deuxième fonction, c'est de partager l'émotion, et c'est ce qu'on appelle l'empathie. Et alors c'est une forme d'empathie que contiennent les neurones miroirs, c'est pas les formes d'empathie morale, philosophique, etc. C'est une empathie immédiate, on va le voir tout à l'heure. Et enfin, c'est comprendre l'intention de l'autre, et ça c'est aussi drôlement important. Une localisation de l'empathie. Alors on a un grand précurseur qui s'appelait Gall. Vous connaissez Gall, la phrénologie de Gall, ça vous parle? Alors Gall, il a vu une intuition géniale, bien avant Broca. Il avait dit le cerveau contient des fonctions. Mais le cerveau est le siège de l'âme. C'était le moment où on pensait que le cerveau était le siège de l'âme. Donc toutes les qualités de l'être humain sont contenues dans le cerveau. Par exemple, ici c'est le courage, ici c'est la prudence. À côté de la prudence, c'est le cogimness. Ici, c'est l'amour de ses parents. Ça, voilà, c'est l'amour de ses parents. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça, l'amour de la musique, la joie. Non, l'espoir, pardon. L'amour de la vérité à côté de l'espoir. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de fonctions dans le cerveau. Il disait
quand une fonction est vraiment très, très importante, eh bien le cerveau grossit, et en regard, ça repousse l'os, et ça fait une bosse. Donc en palpant les bosses de votre crâne, je saurai. Alors il palpait les bosses de votre crâne, il me disait, grande fidélité conjugale. Donc pour la musique. Alors évidemment c'est ridicule, maintenant on rit, mais à l'époque ça a été très prisé. Hein. Donc ça a eu un grand écho. Il est resté une expression, c'est la bosse des maths. C'est la seule chose qui est restée de Gall. Voilà, donc il avait eu une intuition, il n'avait pas été jusqu'au bout. Alors Isolati, lui, avec son singe, vous voyez, c'est déjà beaucoup moins marrant. Donc avec son cerveau de singe, il a trouvé qu'il y avait des aires là qui sont en jaune, qui sont des aires des neurones miroirs, qui sont intriqués avec les autres neurones qui eux servent effectivement à bouger le bras ou à bouger la jambe, etc. Bon, alors là, si vous voulez prendre des notes, donc c'est le système des neurones miroirs. Non, bon, on va passer rapidement, je vais vous le résumer. Voilà. L'humanité est ici. Alors en fait, c'est amusant ce petit truc, parce que vous ne vous animez en tant que, vous n'éclairez vos neurones miroirs que si c'est un être biologique en face de vous. Si c'est un dessin animé, si c'est une marionnette, etc., elle peut avoir l'air triste, vous n'allumerez pas vos neurones miroirs. Il faut que ça soit un être biologique. Et plus il y a une proximité d'espèces, et plus il y a une proximité même physique, et plus les neurones miroirs s'allument. Par exemple, on allume beaucoup les neurones miroirs avec les singes, parce qu'on a une proximité d'espèces. On les allume assez peu avec une tortue qui broute son air. Mais par contre, on les allume beaucoup avec un chien, parce qu'on a une proximité affective, et qu'on vit avec son chien. Donc un animal domestique va bien éclairer nos neurones miroirs. Et puis, les neurones miroirs, comme on l'a dit, c'est vraiment important. Et avec Pierre Le Marquis, qui est aussi un habitué du colloque, on avait créé un groupe de recherche très sérieux il y a quelques années, Tango et neurologie. Alors, on pensait surtout se faire offrir des bons repas par les labos, mais bon, c'est tombé à l'eau. Mais par contre, alors bizarrement, on pensait avoir fait quelque chose de marrant, et en fait c'était très sérieux, parce que quand vous tapez Tango et neurologie sur Google, il y a 1 680 000 occurrences. Voilà, donc en fait on avait mis le doigt sur un truc, et là c'est l'université de McGill, au Canada, qui a publié ça il y a déjà quelques années, Doing the Tango Improves the Aging Brain, ce qui veut dire quelque chose comme ça vous stimule le cerveau âgé. Et effectivement, ça a été démontré que le fait de danser établit des connexions et qu'on est beaucoup plus performant dans des danses de couple, et surtout dans le tango d'ailleurs, parce qu'il y a à la fois, c'est une danse qui est très codée, il y a des codes qui sont très précis. Les âgés l'ont appris souvent dans leur enfance, dans leur jeunesse, donc ils s'en souviennent, c'est de la mémoire procédurale, donc c'est très costaud. Et en même temps, il y a une certaine liberté, parce que deux couples de danseurs de tango ne dansent pas exactement de la même façon. Et pour s'adapter à l'autre, il faut que les neurones miroirs agissent. Et alors, de quoi on a besoin pour danser le tango et pour stimuler son cerveau? Ben, c'est juste un mix d'adrénaline, de dopamine, de sérotonine, d'ocytocine et de vasopressine. Voilà, donc vous les mélangez, je vous donnerai des proportions après pour ceux qui veulent, et ça marche assez bien. Mais normalement, le mélange se fait assez bien, l'alchimie se fait assez bien dans ce merveilleux creuset qu'est le cerveau. Alors voilà, donc les neurones du désir, du bonheur, donc on l'a dit, c'est essentiellement la sérotonine et la dopamine. La sérotonine, vous savez, les antidépresseurs sont des sérotoninergiques, c'est-à-dire c'est des médicaments qui favorisent la sérotonine. La sérotonine a été appelée un peu faussement le neuromédiateur du bonheur, mais effectivement, ça a un rôle. La dopamine, c'est la satisfaction de l'instant, et c'est ce qui agit dans le circuit de la récompense. Et c'est très important parce que cette dopamine, c'est ce qui est très perturbé chez les drogués. Et les drogués, ça commence au tabac, ça commence à l'alcool, et évidemment maintenant c'est au hashish, à toutes ces choses-là, qui sont devenues, le hashish en particulier, devenu une drogue dure, avec 14 fois plus dosée que ce que fumaient certains dans les facs ou ailleurs dans les années 70. Donc c'est des OGM qui sont 14 fois plus dosés. Et donc c'est devenu quelque chose de très dangereux. Donc le circuit de la récompense, la dopamine, la sérotonine, le circuit un peu du bonheur, de l'humeur en tout cas, l'adrénaline c'est l'énergie, et l'ocytocine, c'est une hormone qui est beaucoup sécrétée quand les femmes accouchent et s'occupent de leurs enfants,
Et c'est aussi une hormone qui est sécrétée dans l'attirance, dans le désir, et qui est explosée dans l'orgasme. Dans l'orgasme, il y a une énorme décharge d'ocytocine. Enfin, il y a les endorphines qu'on ne voit pas, qui sont en bas, qui sont des peptides, c'est-à-dire c'est pas des acides aminés, c'est des peptides du plaisir. Et les cannabinoïdes, qu'on ne voit pas, qui sont tout en bas, qui sont en fait des substances qui ressemblent au cannabis, mais qu'on sécrète nous-mêmes. Et le grand malheur, c'est qu'on vient de s'apercevoir que les récepteurs aux cannabinoïdes sont les récepteurs les plus abondants dans le cerveau. Donc les récepteurs de l'ivresse, on ne sait pas pourquoi. Les récepteurs de l'ivresse, les CB1, il y a deux catégories, CB1 et CB2. Les CB1, c'est les récepteurs les plus abondants dans le cerveau. D'où le grand danger, justement, de la prise de drogue et des ivresses. Mais voilà, le futur est là. Et donc, il y a un monsieur qui s'appelle Allen, qui a cofondé Microsoft avec Bill Gates. Bill Gates a donné une grande partie de sa fortune pour des œuvres humanitaires. Et Allen, il a eu une autre idée. Il a donné une grande partie de sa fortune pour faire la cartographie cérébrale, mais non pas des fonctions, mais par neuromédiateur. Donc il est en train d'étudier le génome pour savoir quel gène contrôle par exemple les circuits de la dopamine dans le cerveau, quel gène concerne le circuit de la sérotonine dans le cerveau. Et tout ça est un open source, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur leur site et vous avez l'intégralité des données qui sont offertes aux chercheurs du monde entier. Et donc ça donne des images comme ça, la cartographie des neuromédiateurs, avec des tractus de fibres qui partent dans toutes les directions. Donc ça, c'est le sigle de notre association, Alzheimer Trade Union. Ça, c'est le site, si vous voulez vous inscrire, participer à des événements qu'on crée tout le temps. C'est atdu.i, mon site, i avec un E, trait d'union du 6, monsite.com. Et donc ça, c'est le cerveau, c'est la création, et tout le monde sait effectivement que dans la chapelle Sixtine, c'est le doigt de Dieu qui a donné la vie à Adam. Mais voilà, il y a un médecin qui est arrivé dans la chapelle Sixtine et qui a regardé la création et qui a dit, mais c'est bizarre parce que le drapé derrière Dieu, ça me rappelle quelque chose. Ah, mais oui, c'est une coupe de cerveau. Alors Michel-Ange, qui était un grand coquin, qui est un grand anatomiste, donc il disséquait, s'est arrangé pour mettre la coupe d'anatomie du cerveau, on ne le voit pas bien ici, c'est la coupe d'anatomie du cerveau, c'est le drapé derrière Dieu. Et le bras, c'est le nerf optique. Alors certains disent qu'ainsi vous pouvez se moquer des papes, y compris dans la Sixtine, en disant Dieu c'est dans la tête, il n'y a qu'à voir. Bonne fin de soirée. Je vous ai dit de ne pas vous enfuir de la salle parce que, avant de s'écouter pour le cocktail, je voudrais ici présent devant vous, en tant que témoin, assister à une remise de chèque au profit de l'association, représentée par le Dr Polydor, que je vous demande d'applaudir encore une fois. Merci. C'est moi qui vous remercie au nom de tous les membres de l'association et puis surtout de toutes les personnes qu'on aide. Et ça me permettra de continuer nos actions. Et puis si ça dit à certains d'entre vous de nous rejoindre, de participer. On s'est écrit il y a 3 ans et on n'est que 560. Sur quelle zone géographique? Alors essentiellement donc, sur notre zone géographique, c'est-à-dire Cannes-Grasse, Mougins, Le Canet, Mandelieu. Mais on a des adhérents à Marseille, on en a à Nice, on en a beaucoup dans le Var, on en a beaucoup en Bretagne, et on commence à en avoir à Valence, enfin on en a un peu partout en France maintenant, à Oyonnax, enfin on en a un peu partout. Voilà, donc c'est une association qui a très vite essaimé, et peut-être parce qu'on fait toujours des choses très joyeuses. On ne se lamente pas, on s'amuse beaucoup, et on s'amuse tous ensemble, et on essaie, on a eu la chance de pouvoir vivre dans une belle région, d'avoir un peu d'argent, de pouvoir faire des choses, et je crois qu'il faut qu'on renvoie un peu la chance qu'on a.